sur Aristote. Prenons tout de suite la philosophie morale, la philosophie politique d'Aristote. Rentrons tout de suite dans le cœur de cette philosophie morale qui est exposée pour l'essentiel par Aristote dans son grand livre de morale qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'est simplement le nom de son père, mais aussi le nom de son fils. Il écrit cette morale pour son fils, pour léguer quelque chose à son fils. Et cette philosophie morale, qui est une philosophie aristocratique, elle va reposer sur 4 piliers fondamentaux et c'est eux que je vais vous raconter maintenant. Et là, ça vous permettra de comprendre vraiment la pensée d'Aristote, d'aller au cœur de cette pensée, même si je laisse les détails de côté. Le premier pilier, le premier trait caractéristique de la morale aristocratique qui est celle d'Aristote, cette morale cosmologique qui est celle d'Aristote, le premier trait caractéristique, c'est justement l'idée qu'il existe une hiérarchie naturelle des êtres. De même que le feu est fait pour aller en haut, de même que la pierre est faite pour aller vers le bas, eh bien, il y a des êtres qui sont par nature faits pour être en haut de la cité, pour avoir le pouvoir, pour avoir les lumières, on dirait aujourd'hui, et puis il y a des êtres qui sont faits par nature, les esclaves, pour être en bas de la cité. Et il y a entre ces deux catégories d'êtres, ceux qui sont tout à fait en haut, les souverains, et puis ceux qui sont tout à fait en bas, les esclaves, eh bien, il y a comme dans la nature toute une hiérarchie des êtres. Les humains sont au-dessus des animaux, les animaux au-dessus des plantes, etc., etc. Il y a une hiérarchie magnifique qui forme un ordre harmonieux, juste, beau et bon, qui s'appelle le cosmos. Eh bien, la cité est juste, non pas du tout comme pour nous, démocrates, républicains modernes. La cité n'est pas juste quand elle répond à la volonté générale, pour parler comme Rousseau, à la volonté, par exemple, d'une majorité qui s'exprimerait dans des élections. Mais la cité est juste, on n'est pas du tout dans un monde démocratique, la cité est juste quand elle limite le mieux possible cet ordre cosmologique, cet ordre hiérarchisé naturellement du monde. Et voilà pourquoi, comme chez Platon, Aristote va légitimer, va justifier l'esclavage par nature. Et je voudrais vous citer le texte de la Politique, parce qu'il est vraiment très impressionnant pour nous aujourd'hui, le texte de la Politique d'Aristote, dans lequel Aristote légitime l'esclavage par nature. Quand on dit l'esclavage par nature, il faut que vous ayez bien en tête l'idée qu'il y a 2 formes d'esclavage. Il y a l'esclavage par la guerre, et puis l'esclavage par nature. L'esclavage par la guerre, c'est quoi? Quand on a gagné la guerre, on peut transformer l'ennemi qu'on a vaincu en esclave. Mais il peut arriver que l'ennemi qu'on a vaincu soit un roi qu'on transforme en esclave. Par exemple, Épictète, le grand philosophe stoïcien, sera esclave parce qu'il a perdu la guerre, parce qu'il a été réduit en esclavage. Mais il y a des esclaves par nature. Ceux qui sont esclaves par nature, eh bien, ce sont ceux dont la nature, comme les corps lourds, est d'être en bas de la société. Et quand vous regardez le texte d'Aristote, alors c'est un texte que les aristotélisants n'aiment pas beaucoup parce que, vu d'aujourd'hui, ça fait très mauvais effet. Et vous allez voir pourquoi. Mais c'est un texte qui est parfaitement caractéristique de cette vision aristocratique du monde. Il ne faut pas zapper ce texte, il ne faut pas le cacher, il faut essayer de le comprendre. Et quand on essaye de le comprendre, il est extrêmement intéressant et même très profond, philosophiquement, même si, évidemment, il est pour nous, encore une fois, pour nous modernes, pour nous démocrates, il est, au sens propre du terme, répugnant. Mais c'est un texte extrêmement profond et qui est tout à fait caractéristique de la pensée morale, non seulement d'Aristote, mais au fond, de toute la pensée morale, pratiquement jusqu'à la Révolution française. Tout le régime féodal sera inspiré par cette éthique aristocratique. Que dit Aristote? Je vous lis le texte, et je le commente en le lisant lentement. Il commence par une question. Y a-t-il quelque être pour lequel il soit préférable et juste d'être esclave, ou au contraire n'en est-il rien? Et l'esclavage est-il toujours contre nature? Donc Aristote se pose la question. Après tout, on pourrait dire que l'esclavage est mauvais. Réduire des êtres en esclavage, c'est ignoble. Il se pose donc la question. On voit que la question est présente. Ça ne va pas de soi. Et du coup, il va répondre en termes de justice. C'est ça qui est pour nous fascinant. C'est-à-dire qu'il va justifier, à proprement parler, l'esclavage. Que dit-il? Voilà ce que nous avons maintenant à examiner. La réponse n'est pas difficile. Le raisonnement nous le montre en même temps que les faits nous l'enseignent. L'autorité et la subordination sont non seulement des choses nécessaires, mais encore des choses utiles. Et c'est immédiatement après la naissance qu'une séparation s'établit entre certaines réalités, les unes étant destinées au commandement et les autres à l'obéissance. Voyez ce que veut dire le passage, c'est immédiatement après la naissance. On est dans le monde aristocratique, il y a des gens qui sont bien doués, bien nés, et des gens qui sont mal doués, mal nés, et c'est dès le départ.
On est dans le monde aristocratique. C'est une dotation initiale, si je puis dire. On dirait presque aujourd'hui génétique. C'est ça, le principe aristocratique. Il y a des aristocrates par nature et il y a des esclaves par nature. Et il continue. Les animaux domestiques sont d'un naturel meilleur que les animaux sauvages et il est toujours plus expédient pour eux d'être gouvernés par l'homme car leur conservation se trouve ainsi assurée. Jusque-là, ça va à peu près. De même, dans les rapports du mâle et de la femelle, le mâle est par nature supérieur et la femelle inférieure. Et le premier est l'élément dominateur et la seconde est l'élément subordonné. C'est nécessairement la même règle qu'il convient d'appliquer à l'ensemble de l'espèce humaine. Par suite, quand les hommes diffèrent entre eux, autant qu'une âme diffère d'un corps et un homme d'une bête brute, et cette condition inférieure est celle de ceux chez qui tout travail consiste dans l'emploi de la force corporelle, et c'est là d'ailleurs le meilleur parti qu'on peut tirer d'eux, eh bien ceux-là sont par nature des esclaves pour qui il est préférable de subir l'autorité du maître. Est en effet esclave par nature celui qui est apte à être la chose d'un autre, et c'est pourquoi il l'est en fait, et qui a la raison en partage dans la mesure où elle est impliquée dans la sensation, mais sans la posséder pleinement. L'esclave a la raison, contrairement aux bêtes, mais il a une raison qui est encore sensible. C'est pas une raison rationnelle, si je puis dire. Comme la femme est inférieure à l'homme, l'esclave est inférieur à l'homme libre. Il est donc des cas où, par nature, certains hommes sont libres et d'autres esclaves. Et pour ces derniers, demeurer dans l'esclavage est à la fois bienfaisant et juste. Juste parce que il est équitable que chacun soit à sa place. N'oubliez pas que dans toute la cosmologie grecque, dans toute la mythologie grecque, le péché fondamental, c'est l'hubris. C'est ne pas être à sa place, sortir de sa case en quelque sorte. C'est le défaut principal dans toute la mythologie grecque. Les héros sont là pour remettre les gens à leur place quand ils en sont sortis, exactement comme dans le droit romain. Rendre à chacun le sien, remettre chacun à sa place sera la formule canonique, si je puis dire, fondamentale. Eh bien, vous voyez qu'évidemment sur le plan politique, ce cosmologico-éthique, cette idée d'une hiérarchie naturelle des êtres que la cité doit imiter, pour nous la cité doit combattre les inégalités naturelles, c'est ça la démocratie. Pour Aristote, elle doit au contraire limiter, enfin en admettant que ces inégalités existent. Pour nous, nous avons l'idée qu'il faut protéger les plus faibles, par exemple, contre les plus forts. Eh bien au contraire, dans la vision aristocratique, il est normal que chacun soit à sa place, et on a une hiérarchie de la cité qui doit imiter la hiérarchie cosmique, la hiérarchie que dégage la physique. Mais voyez que ce qui est pour nous insupportable, il faut bien le dire, au regard du féminisme, au regard de la démocratie, d'aujourd'hui, conserve une signification dans des domaines qui sont extérieurs à la morale et à la politique. L'éthique aristocratique d'Aristote va conserver, par exemple, une signification très profonde et très juste dans le domaine des arts et dans le domaine des sports. Rien n'est plus aristocratique que le classement ATP au tennis, par exemple. Et là, nous trouvons très juste que les meilleurs soient en haut et les mauvais en bas. Or, les meilleurs sont en haut très largement par nature. On dit qu'ils travaillent beaucoup, c'est pas vrai. La vérité, c'est que dans les succès d'un grand champion ou d'un grand artiste, il y a beaucoup plus de nature que de travail. Il y a beaucoup plus de talent naturel, beaucoup plus de dons naturels que de travail. Par exemple, un grand tennisman comme McEnroe disait toujours qu'il ne travaillait jamais. Il disait, voilà, moi je fais le double, je joue le double à Wimbledon, à Roland-Garros, ça me suffit. J'ai pas besoin de travailler, je suis tellement doué, c'était le sous-entendu, il suffit que je m'exerce un peu pour me maintenir en forme, mais celui qui est très doué n'a pas besoin de travailler. J'y reviendrai tout à l'heure parce que l'aristocrate se définira justement tout au long de l'histoire de l'Europe comme celui qui ne travaille pas. Pourquoi ? Parce qu'il est doué. Il s'exerce, mais il ne travaille pas. Et il y a une grande différence entre les deux mots. J'y reviendrai. Mais pareil, dans le domaine des arts, le petit Menuhin, immense violoniste, jouait les grands concertos romantiques dès l'âge de 8 ans. Ça veut dire qu'il n'avait pas beaucoup travaillé, pas très longtemps en tout cas. Il jouait les concertos de Brahms, de Beethoven, de Mendelssohn. Il les jouait déjà à l'âge de 8 ans, ce qui signifie, comme il avait eu son premier violon à 3 ans, que de toute façon, il n'avait au maximum travaillé que 5 ans. Vous pouvez toujours travailler 5 ans, si vous n'êtes pas doué, vous ne jouerez pas comme Menuhin, même à 8 ans. Quand vous regardez les images des petits champions de tennis, pour reprendre cette illustration, et bien de la même manière, quand ils ont 8 ans, ils ont déjà les gestes du champion. On voit que c'est dans la nature. Et là, vous voyez, ça ne nous gêne pas. Même probablement un des grands charmes du sport dans les sociétés démocratiques, c'est qu'on y voit la hiérarchie aristocratique et naturelle se reconstituer de manière légitime. Là, elle ne nous choque pas. Et donc, vous voyez, c'est très important, je crois, cette remarque, parce que ça permet de comprendre que des philosophies peuvent être
d'une certaine manière dépassée. La philosophie politique d'Aristote, notamment la légitimation de l'esclavage, ne nous convient plus. Mais en même temps, ça garde un sens. C'est un peu comme dans l'histoire de l'art, où les arts anciens ne sont pas dépassés par les arts nouveaux. Personne ne dirait sans prêter à rire que Bach, c'est moins bien que Beethoven, par exemple. Mais d'une certaine manière, les arts anciens gardent une signification pour nous, comme les philosophies anciennes gardent une signification pour nous, à la différence de ce qui se passe dans l'histoire des sciences, où quand une physique est vraiment dépassée, elle est vraiment dépassée. Par exemple, la physique de Descartes, les lois du choc, ça ne nous sert plus à rien, parce que simplement c'est faux, donc on le met, si je puis dire, au musée, dans le meilleur des cas, à la poubelle dans les autres, mais on ne s'y intéresse plus vraiment, sauf les érudits, tandis que là, on a une vision du monde qui, malgré le fait qu'elle nous choque, nous parle encore. Le deuxième trait caractéristique de cette vision morale du monde, c'est que, là encore, ça va nous prendre complètement à contre-pied. La vertu au sens moral du terme, la vertu, elle va se définir chez Aristote comme non pas une lutte contre la nature, mais comme un prolongement de la nature. Pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, héritiers du christianisme, et la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, en tout cas républicains, nous voyons au contraire la vertu plutôt comme une lutte contre la nature. En gros, la nature, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est la paresse. Et donc, nous voyons l'altruisme, si on entend par le souci de l'autre, un élément fondamental de la vertu, nous voyons plutôt l'altruisme comme une conquête contre la nature, comme une conquête de la liberté humaine, comme une conquête de l'éducation, contre une nature qui est plutôt mauvaise, qui est plutôt rétive a priori. On sait très bien, par exemple, que dans les petites classes, les enfants sont racistes, que dès qu'un petit enfant est différent, qu'il est handicapé, on se moque volontiers de lui. Et au fond, on apprend aux enfants à se soucier des autres. Et c'est une acquisition, c'est une conquête. La civilisation, si je puis dire, la morale républicaine, elle est une conquête de l'éducation contre une nature qui est plutôt a priori mauvaise. C'est comme ça que nous pensons spontanément, encore une fois, comme héritiers à la fois du christianisme et de l'idée républicaine. Eh bien, pour Aristote et pour l'éthique aristocratique, c'est l'inverse. La vertu n'est rien d'autre que l'actualisation d'une nature bien douée, d'une nature généreuse, d'une nature bien disposée, bien née. C'est toujours cette idée de naissance. Aristote introduit d'ailleurs dans la physique comme dans la morale une catégorie fondamentale. C'est l'opposition entre la puissance et l'acte. Entre, en grec, dynamis c'est la puissance, ça a donné le mot dynamique par exemple, et puis énergeia, l'énergie, énergeia c'est ce qui est actualisé au sens où c'est passé dans la réalité. Eh bien, toute l'éducation morale, pour Aristote, comme pour toute éthique aristocratique, elle consiste à faire passer ce qui est en puissance dans un enfant, bien doué, bien né, à le faire passer à l'acte. L'éducation, c'est l'actualisation des dispositions naturelles d'un enfant bien né, bien doué. Et donc, en ce sens-là, l'aristocrate, c'est celui qui va faire passer à l'acte des dispositions naturelles heureuses, harmonieuses, excellentes. Voilà l'idée, c'est l'idée d'excellence. Alors, justement, j'en viens à cette idée d'excellence, c'est la caractéristique peut-être principale de l'éthique aristocratique. La vertu va se définir, chez Aristote, comme dans toutes les éthiques aristocratiques, par l'excellence, par la perfection. Arrêté, c'est la vertu en grec, eh bien, l'arrêté, la vertu grecque, la vertu aristocratique, c'est l'excellence. En quel sens ? Alors, ça peut surprendre quand on lit Aristote, quand on lit l'Éthique à Nicomaque. Aristote parle par exemple d'un œil vertueux, ou d'un cheval vertueux. Aujourd'hui, nous républicains chrétiens, si je puis dire, ou juifs d'héritage, nous ne parlerions pas d'un œil vertueux ou d'un cheval vertueux. Nous réservons l'idée de vertu à l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire un œil vertueux? Et quel rapport avec l'idée d'excellence? Ça, c'est fondamental pour comprendre l'éthique aristocratique, et notamment celle d'Aristote. Eh bien, l'idée, c'est que l'excellence est un juste milieu. Un juste milieu qui n'est pas centriste, c'est une perfection. On n'est pas au centre politique, au centre mou. On est dans un centre qui est une perfection. Pourquoi? Parce que l'œil vertueux, c'est l'œil excellent, ça veut dire. C'est celui qui est exactement à égale distance de ces deux défauts extrêmes que sont la myopie et la presbytie. L'œil vertueux, c'est donc, dit Aristote, une médiété, un juste milieu, dit-il. Mais ce juste milieu, encore une fois, c'est pas un centre mou, c'est une perfection, c'est une excellence.
Voilà la vertu. Et de même, le cheval vertueux, c'est celui qui porte son cavalier, qui n'est ni téméraire ni lâche. Le courage, pour le cheval comme pour l'homme, eh bien, c'est à égale distance entre la témérité, le cheval trop fougueux, et puis la lâcheté, le cheval qui recule devant l'obstacle. Eh bien, on a là cette idée, encore une fois, que la vertu, c'est une excellence, mais que cette excellence est un juste milieu. Et que cette excellence, eh bien, il faut l'actualiser chez l'être excellent qu'est l'aristocrate, en faisant passer ce qui est en puissance à l'acte. Alors, la troisième caractéristique, c'est que du coup, et ça c'est vraiment toute l'opposition avec la morale républicaine et la morale kantienne, par exemple, c'est que du coup, les fins morales, c'est-à-dire les objectifs que nous devons nous proposer pour agir moralement, je parle simplement, les objectifs de la morale, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, les fins morales n'apparaissent pas dans l'éthique aristocratique sous la forme d'un idéal qui serait opposé à la réalité. Pour nous, très souvent, dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, apprendre aux enfants à ne pas être racistes, à être gentils avec les autres, à les respecter, c'est un idéal, c'est pas une réalité au départ. Et on en est très loin, même pour apprendre à nos enfants à dire bonjour, merci, etc. On est très largement dans l'idéal, faut bien le dire. On est rarement dans le réel d'entrée de jeu. Et donc, la morale, l'idéal moral nous apparaît en effet comme un impératif. Pour parler comme les philosophes, l'idéal moral apparaît comme un devoir-être, et pas comme un être. Comme une réalité idéale et pas comme une réalité actuelle. Au contraire, dans la morale aristocratique d'Aristote, les fins morales, les objectifs moraux sont, je reprends une formule d'un philosophe qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Hans Jonas, qui était un grand disciple d'Aristote à sa manière. Eh bien, il disait, dans l'éthique aristotélicienne, comme dans l'écologie contemporaine, c'était un philosophe de l'écologie, eh bien, les fins sont domiciliées dans la nature. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que les fins que nous devons nous proposer de poursuivre, elles sont inscrites dans la nature de chaque être. Qu'est-ce que c'est que la morale aristocratique ? Qu'est-ce que c'est que la morale d'Aristote ? Eh bien, sa première interrogation, c'est de se demander quelle est la finalité de chaque être. De même que la finalité du feu, c'est d'aller vers le haut, de même que la finalité des pierres, des cailloux, c'est d'aller vers le bas, c'est leur mouvement naturel, eh bien, quelle est la fonction propre de l'homme ? Quelle est la finalité de l'homme ? Quelle est sa différence spécifique ? Quel est son ergon propre, dit Aristote, sa fonction propre, vous voyez ? Quelle est sa finalité propre ? Voilà ce qu'on doit chercher pour répondre à la question de la morale, c'est-à-dire à la question du souverain bien. Qu'est-ce que je dois faire ? La question de la vie bonne, à nouveau. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, pour savoir ce que je dois faire, il faut déterminer quelle est la fonction propre de l'homme. Alors, ça se trouve dans l'éthique à Nicomaque. Je ne vais pas citer le texte parce que c'est toujours difficile d'entendre un texte qui est lu. Peut-être le texte sur l'esclavage était plus facile, mais au début de l'éthique à Nicomaque, Aristote dit voilà, il faut d'abord chercher quelle est la fonction propre de l'homme, quel est son ergon propre, sa finalité propre. Et il serait, dit-il, assez étrange qu'il n'y ait pas une fonction particulière à l'homme. Il y a, par exemple, la fonction du cordonnier, c'est de fabriquer des chaussures, la fonction du flûtiste, c'est de jouer de la flûte. Eh bien, il y a une fonction de l'homme en général, il faut la trouver. Et bien évidemment, la réponse, c'est que la fonction propre de l'homme, si l'homme est l'animal rationnel, si sa spécificité par rapport aux autres êtres, plantes et animaux, c'est la vie contemplative, la vie théorique, la vie avec la raison, la vie avec la pensée. Je ne vais pas rentrer là dans les détails. Eh bien, la fonction propre de l'homme, ce sera de vivre avec la pensée, ce sera la vie philosophique, comme chez Platon. Je ne rentrerai pas là dans le détail des vertus, mais la vertu la plus haute, c'est la vie théorétique, c'est la vie avec la raison. Et ajoute Aristote, c'est de là que vient ce proverbe célèbre, il faut que cette vie soit pratiquée quotidiennement, car, dit-il, une hirondelle ne fait pas le printemps. La vertu n'est pas quelque chose qui s'acquiert d'un seul coup, comme ça, d'un claquement de doigts, mais c'est évidemment une pratique répétée, c'est une habitude, une existe, dit-il. Et puis la quatrième caractéristique, et j'en aurais presque terminé, en tout cas avec cette morale aristotélicienne, la quatrième caractéristique, et j'y reviens, mais je voudrais développer cette idée car elle est fondamentale, c'est que l'aristocrate ne travaille pas. Je disais, il s'exerce. Et je voudrais revenir sur cette distinction, car elle est souvent mal comprise, entre le travail et l'exercice. Souvent, quand on regarde des sportifs, ils disent « Oh, mais je travaille beaucoup » et ils essayent de se donner un air méritant, comme on dit, par le fait qu'ils travaillent énormément. Oh là là, ils s'entraînent, c'est fou ce que c'est fatigant. Et d'ailleurs, c'est vrai, ils se fatiguent sûrement beaucoup. Il y en a qui jouent comme ça au ballon, au tennis ou que sais-je, des heures et des heures, comme un violoniste ou un pianiste fait ses gammes pendant des heures. Et on dit « Mais comment ? Vous dites qu'il ne travaille pas. » Mais enfin, il travaille toute la journée, il fait ses gammes, il tape dans le ballon, il tape dans la balle. Vous voyez bien qu'il travaille. Mais non, c'est pas du travail.
Pourquoi ? Pourquoi c'est de l'exercice ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La différence entre l'exercice et le travail, et pourquoi, du coup, l'aristocrate se définira jusqu'à la Révolution française pratiquement comme celui qui ne travaille pas. Il a des serfs pour ça, des esclaves, des artisans, des ouvriers. Eh bien, la différence, elle est la suivante. L'exercice, qui est l'activité aristocratique par excellence, l'exercice, c'est ce qui consiste à faire passer, je vous le disais, les dispositions naturelles qui sont virtuelles chez l'enfant, qui sont en puissance, dunamis. C'est les faire passer à l'acte. L'exercice sert à actualiser des dispositions naturelles bien douées, bien nées. Et à la limite, si vous empêchez un grand violoniste ou un grand joueur de tennis de s'exercer, en ce sens-là, vous lui faites de la peine. Il souffre s'il peut pas jouer ou s'il peut pas taper dans la balle. Et donc, l'exercice consiste à actualiser des dispositions naturelles excellentes, vertueuses au sens grec. Alors que le travail, c'est tout l'inverse. Le travail, il consiste, c'est laborieux le travail, on le sait. Laborieux, ça veut dire quoi ? Pénible. Tripalium, étymologie du mot travail, c'est un instrument de torture. Eh bien, le travail, ça consiste non pas à actualiser une nature bien douée, bien née, mais le travail consiste à transformer une nature mauvaise et rétive pour l'améliorer. On fait un travail sur soi quand on essaye de devenir altruiste, quand on essaye de se soucier de l'autre. C'est un travail pénible, on se force. C'est l'idée d'effort, c'est l'idée de mérite qui va s'inscrire dans l'idée républicaine par le fameux « peut mieux faire » de nos professeurs, par les bons points, les bonnets d'âne, par l'idée méritocratique. Que veut dire le peut mieux faire des hussards de la République ? C'est l'opposé absolu de la morale d'Aristote. C'est l'idée que le hussard de la République, l'instituteur, préfère à la limite un élève peu doué, mais travailleur, méritant, on va lui donner un bon point, à un élève qui, comme on dit, a des facilités. Avoir des facilités, c'est l'aristocrate, mais qui ne travaille pas. Le hussard de la République préfère l'élève laborieux, méritant, qui s'efforce, on valorise l'effort, l'essentiel est de participer, eh bien, à l'élève aristocratique qui a des facilités, qui est doué mais qui ne fait rien. Et là, on voit à quel point le travail et l'exercice sont choses différentes. Le travail pour l'élève laborieux est une souffrance. L'exercice pour l'élève bien doué est un bonheur, est une joie. Il y a là, évidemment, quelque chose de totalement différent que nous avons perdu très largement. Et peut-être la dernière remarque, c'est pourquoi nous l'avons perdu. Un petit mot encore sur cette éthique aristocratique et sur les raisons pour lesquelles nous en sommes sortis. La vraie rupture, c'est le christianisme, c'est la révolution chrétienne, et même, très précisément, la vraie rupture, c'est la parabole des talents dans l'Évangile. Pourquoi ? Parce que la parabole des talents, je rappelle quelle est cette parabole. La parabole des talents, c'est l'histoire d'un maître qui part en voyage et qui donne des talents. Les talenta en grec, ce sont des pièces d'argent. À ses serviteurs, à 3 de ses serviteurs. Il donne 5 talents au premier, 2 au second et 1 au dernier. Et puis quand il revient, il fait les comptes, il demande des comptes. Et le premier serviteur, celui qui a reçu 5 talents, en rend 10. Et il est félicité par le maître. Et puis le deuxième rend 4. Il est félicité par le maître dans les mêmes termes. Il a fait progresser les choses de la même manière. Et puis le dernier serviteur rend 1 talent. Il a eu peur, dit le texte de l'Évangile. Très intéressant, c'est la peur qui l'a paralysé. Et il a enterré le talent, la pièce d'argent, et il la rend au maître intacte. Et le maître le chasse, l'insulte et le chasse de son royaume. Eh bien, on a là quelque chose qui est très profond, qui est la rupture avec le monde aristocratique. Pourquoi ? Parce que cette parabole des talents, elle signifie contre la morale d'Aristote. Elle signifie que la dignité d'un être ne dépend pas de la quantité qu'il a reçue au départ, la quantité de talents. Et c'est-à-dire à partir de la parabole des talents que le mot talent va désigner non plus les pièces d'argent, parce que c'est une métaphore, mais les dons naturels. Eh bien, la dignité d'un être ne dépend pas de ce qu'il a reçu au départ. Qu'il ait reçu 5, 2 ou 1 n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il va en faire. Ce qui compte, ce n'est pas la nature, mais c'est la liberté. Au début de son grand livre de morale, Les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant reprend l'argumentation chrétienne sous la forme suivante. Il dit, voilà, la preuve que les dons naturels n'ont aucune valeur intrinsèque sur le plan moral, c'est que tous les dons naturels, l'intelligence, la beauté, la force, peuvent être mis indifféremment au service du mal comme au service du bien. Donc ce qui compte moralement, c'est ce qu'on va en faire. C'est pas les talents eux-mêmes. Les talents sont admirables, évidemment, mais ils n'ont rien de moral. Ce qui est moral, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a reçu. Et de point de vue chrétien, un petit trisomique 21 a la même valeur morale, et d'ailleurs dans notre droit républicain, c'est vrai, il a la même valeur morale qu'un génie comme Aristote. Et donc on a là quelque chose qui va légitimer le travail dans la tradition chrétienne. Là où l'aristocrate ne travaille pas,
Les premiers lettrés, c'est-à-dire ceux qui parlent le latin et le grec ou qui le lisent, à travailler, ce sont les moines. Dans les monastères, on va se mettre à travailler pour être fidèle à la parabole des talents, parce qu'on a cette idée que sur le plan moral, le travail est une vertu d'une certaine manière. Transformer la nature, la sienne comme celle qui est au dehors, eh bien, c'est une activité vertueuse, c'est une activité qui nous rend plus dignes, et ça nous vaudra évidemment dans l'histoire de l'Europe des inventions magnifiques, le champagne, la chartreuse, le cointreau, les confidois, les conserves, toutes sortes de choses magnifiques qui viennent du fait que les moines sont obligés de travailler. Ils ne peuvent pas rester simplement dans la méditation. L'aristocrate contemple, il médite, il fait la guerre, il rit pas, il joue, il fait mille choses, mais il ne travaille pas. Le moine, lui, va être le premier à travailler. Il y a là une révolution démocratique que l'idée républicaine reprendra avec ses fameux bons points, peut mieux faire, bonne et d'âne. Au fond, l'école républicaine sera une sécularisation de l'idée chrétienne. Nous y reviendrons quand nous parlerons du christianisme, quand nous parlerons aussi de la naissance de la République. Mais pour terminer cette petite leçon, pardon d'employer le mot ancien, mais je l'aime bien, cette petite leçon sur Aristote, deux remarques sur des aspects complémentaires sur le plan de la théorie de la connaissance et sur la question du salut, sur la question de la vie bonne, sur la question de la finalité de toute la philosophie. La première remarque, c'est, je vous le disais en commençant, à propos de cette phrase d'Aristote qui dit qu'il est l'ami de Platon, mais plus encore de la vérité, ce qui veut dire qu'il est un dissident par rapport à Platon et qu'il s'est séparé de Platon sur un point très important. Et je crois que c'est important de l'avoir à présent à l'esprit parce qu'il y a une postérité gigantesque dans toute l'histoire de la philosophie, c'est la question de la théorie des idées. Au fond, à partir de Platon, et notamment à partir d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Parménide, il y a deux questions qui vont se poser sur les idées platoniciennes, sur cette fameuse théorie des idées. Et les deux questions vont parcourir toute l'histoire de la philosophie, et Aristote, sur ce point-là, va se distinguer de son maître Platon. La première question, c'est un grand débat, c'est la question de savoir si les idées ont une existence propre. Est-ce qu'il existe une espèce de ciel des idées, une espèce de cosmos des idées, dans lequel les idées, bien qu'idéales évidemment, auraient malgré tout une réalité certes idéale, mais une réalité quand même, au fond comme une espèce de structure qui, bien que seulement accessible par la pensée, aurait tout de même une réalité structurelle forte. Pour dire les choses très simplement, prenons l'idée de triangle, disons en tout cas dans la géométrie euclidienne, la somme des angles d'un triangle à 180 degrés, ou l'idée que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, eh bien ces idées-là nous apparaissent, ces idées mathématiques en l'occurrence, nous apparaissent avec une telle force de contrainte, de persuasion, si vous voulez, avec une telle force de vérité, qu'on a le sentiment qu'il y a une cohérence des idées et un monde des idées. Il y a eu un très grand débat passionnant il y a quelques années entre un des grands mathématiciens français qui s'appelle Alain Kohn, qui a eu la médaille Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, et puis un de nos grands biologistes qui s'appelle Jean-Pierre Changeux. Et Alain Kohn, comme mathématicien, disait « Mais moi, je suis platonicien, c'était une évidence pour moi, en travaillant sur les idées mathématiques, qu'il y a un ciel des idées, qu'il y a un cosmos des idées, que Platon a raison, qu'il y a une logique propre des idées. » Et même si elle n'est pas palpable par les sens, elle est palpable par la pensée. Et Changeux disait au contraire, en matérialiste, un peu comme Marx, mais du point de vue de la biologie, mais non. Les idées ne sont que des produits du cerveau, elles ne sont que relatives au cerveau. Elles sont produites par la matière, elles sont des expressions de notre vie neurale. Et il y avait là tout un débat entre idéaliste et matérialiste, qui est un débat qui vient d'Aristote. Et puis il y a un deuxième débat où Aristote va se retrouver encore plus présent. Et il est vraiment très très passionnant, très long dans l'histoire, très impressionnant dans l'histoire de la philosophie. Il durera très longtemps. Le deuxième débat est un peu différent. Et peut-être il ne vous apparaîtra pas tout de suite parce qu'il est un peu, il demande un petit effort quand même de réflexion qu'on n'a pas dans la vie quotidienne. La question est la suivante. Et elle viendra notamment d'Aristote, mais elle sera reprise par les grands empiristes, notamment par David Hume et par Berkeley. L'idée est la suivante, c'est que, en admettant même que ces idées générales existent, par exemple l'idée de triangle, l'idée de cercle, etc., les idées mathématiques, prenons simplement celle-là pour l'instant, eh bien de toute façon, je ne peux pas me les représenter sans les particulariser. Prenez n'importe quelle idée, prenons même des idées plus simples que l'idée de triangle, prenons l'idée de chien, prenons l'idée de table, essayez donc de vous représenter un chien en général. Voilà l'argument d'Aristote contre Platon et l'argument des empiristes contre les idéalistes, contre Descartes et Platon, contre les idées innées de Descartes comme contre les idées de Platon. Essayez donc de vous représenter un chien en général. Essayez, allez-y.
Chaque fois que vous vous représenterez un chien, vous vous représenterez un caniche, un épagnol, un teckel, ce que vous voudrez. Mais il aura une couleur, une forme, une race particulière. Pareil pour une table, pareil pour un triangle. Votre triangle, il sera isocèle, il sera rectangle, il aura telle taille. Mais chaque fois que vous essaierez de mettre dans votre tête, concrètement, une idée générale, elle aura deux caractéristiques qui contredisent la notion même d'idée générale. Eh bien, cette idée, elle deviendra à la fois particulière, avec une forme, une couleur, une taille particulière, elle deviendra particulière, mais en même temps, elle deviendra temporelle, parce qu'elle sera située dans le temps de votre conscience. D'où ce qu'on va appeler le nominalisme. Ça veut dire quoi le nominalisme, notamment chez les grands empiristes ou les grands sensualistes, comme Hume, comme Berkeley, comme Condillac. Eh bien, c'est l'idée que les idées générales ne sont que des noms vides. Ce sont des noms, mais il n'y a rien dessous. Dès qu'on met quelque chose dessous, c'est des idées particulières et situées dans le temps de notre conscience. Voilà ce que dit Condillac dans le traité des sensations. Il dit ceci: qu'est-ce au fond que la réalité d'une idée générale et abstraite? Qu'est-ce qu'elle possède comme réalité dans notre esprit? Ce n'est qu'un nom. D'où l'appellation de nominalisme pour dire les idées générales ne sont que des noms, mais c'est des noms vides. Ou, si elle est autre chose qu'un nom, ajoute Condillac, elle cesse nécessairement d'être abstraite et générale, elle devient particulière et temporelle. C'est une idée précise, c'est un caniche, c'est un épagnol, mais c'est pas le chien en général. Comment répondre à cette objection? Très difficile chez Platon. Voilà pourquoi Aristote va essayer d'apporter une solution à ce problème, une solution qui est grandiose. Je n'ai pas le temps là, et puis ce serait trop entrer dans les détails, mais je l'indique simplement. Il y aura deux grandes solutions dans l'histoire de la philosophie à cette question des idées générales. Comment se les représenter tout en les gardant générales, sans arriver à la conclusion sceptique qui est nécessairement celle des empiristes. Pourquoi sceptique? Parce que, au fond, il n'y a du coup d'idées que relatives. Et c'est le scepticisme même. Les idées ne valent que pour une catégorie d'êtres, et donc elles sont relatives à l'état du corps, à l'état du cerveau, à l'état de l'histoire, etc. Et donc les idées ne sont que relatives, il n'y a pas de science absolue, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités relatives, et c'est le scepticisme même, en un sens. En tout cas, c'est l'idée sceptique que concluront de cette critique des idées générales les grands empiristes comme David Hume, qui est un grand sceptique. Eh bien, il y aura deux solutions apportées à cette difficulté, deux solutions qui permettront à la fois de préserver la science, tout en expliquant comment on peut se représenter des idées générales de manière particulière et temporelle. Il y a la solution d'Aristote. L'idée d'Aristote, la solution d'Aristote, c'est que dans tout être, il y a deux aspects. Dans tout objet et dans tout être, il y a deux aspects. Il y a la forme et la matière. Au fond, la forme, c'est ce qui est commun à l'objet, au chien en général, à la table en général, au triangle en général, ça c'est la forme. Et puis il y a une matière qui particularise cette forme générale, qui la temporalise. Et les idées de Platon ne vivent pas dans un ciel extérieur à la réalité. De même que, je ne sais pas, la règle d'un jeu comme le jeu d'échecs n'existe que dans les parties réelles, eh bien la forme, qui est, si vous voulez, l'équivalent de la règle du jeu, elle n'existe qu'incarnée dans les objets. La forme n'est pas séparable de la matière. Voilà la solution d'Aristote. Donc il y a bien des idées en un sens, mais ce sont des idées qui sont non détachables de la matière. C'est la forme de chaque être matériel, et dans tout être, il y a la forme et la matière. Et puis il y a une autre solution que j'indique quand même, mais on y reviendra plus tard quand on abordera la philosophie kantienne, c'est ce que Kant appelle le schématisme, et c'est là aussi, comme chez Aristote, une idée géniale, c'est l'idée que les concepts généraux ne sont pas des représentations générales, comme si on avait dans le cerveau une boîte à idées avec des espèces d'images qu'on n'arriverait pas à se représenter. Non, les concepts, prenons par exemple le concept de triangle, eh bien ce sont des méthodes de construction des images. Par exemple, le concept de triangle, c'est une méthode particulière et dans le temps, qui avec un compas, avec un crayon, avec une corde pour tracer les courbes qui permettent de définir les angles, eh bien c'est une méthode de construction d'un objet qui chaque fois, en fin de parcours, sera un objet particulier. Le triangle que vous construirez avec la règle, le compas et le crayon, en fin de parcours, ce sera un triangle qui aura telle taille, telle forme, il sera isocèle, il sera rectangle, il sera ce que vous voulez, ou il sera n'importe quoi d'autre, mais il sera de toute façon particulier. Le travail se fera dans le temps. Le travail de construction du triangle se fera dans le temps. Le triangle en fin de parcours sera toujours un triangle particulier, mais la règle de construction
sera toujours la même pour tous les triangles. Voilà une solution élégante à la question, en effet, du rapport entre les idées et la réalité. Solution élégante, d'ailleurs, finalement assez proche de celle d'Aristote, en tout cas plutôt plus proche de celle d'Aristote que celle de Platon. Alors conclusion, il y en aurait 1000 à tirer de cet immense penseur qu'est Aristote. C'est le plus grand penseur, non seulement de l'Antiquité, mais du Moyen-Âge. Au fond, la pensée d'Aristote, elle va dominer toute l'Europe jusqu'à, pratiquement la Révolution française. La cosmologie d'Aristote sera intégrée aussi par l'Église. Et je voudrais en dire un mot parce que il y a 2 ancêtres philosophes de la doctrine chrétienne, et notamment de la doctrine de l'Église. Il y a Platon, via saint Augustin. Saint Augustin est au fond un chrétien platonisant, comme Pascal. Et puis, il y a une autre tradition qui est celle d'Aristote et qui sera reprise notamment par saint Thomas et qui est une tradition qui sera beaucoup plus ouverte sur l'expérience, sur le sensible, sur la nature, justement à cause de cette solution apportée à la théorie des idées que la tradition chrétienne platonicienne. C'est ce qui permettra, dans la tradition thomiste notamment, de ne pas être anti-science. Fides et Ratio, l'avant-dernière encyclique de Jean-Paul II, le dit très bien, en un sens, on n'a pas du tout à s'opposer aux scientifiques, il faut laisser la science progresser, c'est un peu le mot de Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science nous y ramène, c'est l'idée que finalement, il faut laisser le travail scientifique progresser, parce que ce travail scientifique ne peut aller que vers la confirmation de l'harmonie du monde, de l'harmonie cosmique. Plus le savant travaille, plus il s'aperçoit que le monde est sublime, plus il s'aperçoit qu'il est rationnel et que par conséquent, il est compatible avec l'idée d'un créateur intelligent. Voilà, très rapidement, mais voyez comment Aristote va permettre d'une certaine manière à la religion chrétienne de ne pas être hostile à la science. Et ce sera tout un versant aristotélisant, thomiste, de la tradition chrétienne qui permettra, d'intégrer les découvertes scientifiques. Et par exemple, aujourd'hui, le Big Bang ou la théorie de l'évolution sont parfaitement acceptés par l'Église parce que, dans une perspective thomiste, aristotélisante, et grâce à cette solution non platonicienne du problème posé par les idées, on a quelque chose qui permet à religion et science, à Dieu et la science, pour reprendre une topique célèbre, de s'harmoniser. Un dernier point, évidemment, c'est peut-être même l'essentiel, toute cette philosophie théorique, toute cette physique, toute cette philosophie morale vont culminer à nouveau dans une spiritualité sans Dieu, c'est une doctrine de la vie bonne qui ne passe ni par Dieu ni par la foi. Elle se trouve à la fin de l'Éthique à Nicomaque, un peu comme chez Platon, même si par des voies différentes. L'idée est que la vie philosophique nous permettent d'accéder autant qu'il est possible à l'immortalité. C'est le salut même. La vie philosophique nous permet, de même que chez Platon, le fou meurt plus que le sage et le sage meurt moins que le fou, la vie philosophique nous permet de vivre en quelque façon déjà dans l'éternité. Voilà le texte d'Aristote sur lequel je m'arrêterai. Certains prétendent, c'est la fin de l'Éthique à Nicomaque, que la vie théorétique, la vie avec la raison, est un genre de vie trop élevé pour la condition humaine, car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Pourtant, ajoute Aristote, si l'intellect, le nous, est quelque chose de divin par comparaison avec l'homme, la vie selon l'intellect est également divine comparée à la vie humaine. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines, et parce qu'il est mortel aux choses mortelles, mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre, selon la partie la plus noble qui est en lui. Et voyez que là encore, on retrouve cette compétition, si je puis dire, entre une perspective religieuse, une spiritualité religieuse, et puis une spiritualité philosophique ou laïque. Là, il s'agit bien d'arriver à la vie bonne, et même à l'immortalité autant qu'il est possible. Il y a une petite restriction, c'est-à-dire qu'on reste des mortels, mais il s'agit d'y parvenir par les moyens du bord, sans recourir à Dieu, au salut divin, sans recourir à la foi, mais par l'exercice de la raison même. Là encore, on est très proche du Timée de Platon, mais on est très proche aussi de ce que dira Spinoza dans l'Éthique lorsqu'il professera que le sage meurt moins que le fou, parce qu'il est déjà, par sa raison, dans l'éternité.